Le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou s'est terminé avec une démonstration de force impressionnante de Max Verstappen qui remporte une victoire fantastique. Deuxième victoire pour Red Bull après la pause estivale, d'abord à Monza, maintenant à Bakou. Verstappen prend la tête du classement à Bakou devant Russell, lui infligeant 14 secondes d'avance sur Russell. Troisième Sainz, premier podium en Williams obtenu avant Lewis Hamilton en Ferrari. C'est un fait assez préoccupant vu les prémices de cette année 2025. Quatrième Antonelli, grand Kimi, grande performance, qui se retrouve proche de Russell tout de même et a fait une excellente course, une excellente gestion. Elle n'a pas été trop instinctive comme cela s'était produit aux Pays-Bas et a donc réalisé une très bonne course en se plaçant quatrième. Cinquième Lawson, sixième Tsunoda. La sixième position de Tsunoda montre que Red Bull progresse, donc attention. Septième Norris, qui a encore une fois eu le bras court, selon moi, dans cette course où son coéquipier, nous en parlerons plus tard, a commis une erreur très grave dans la première partie de la course, et ensuite Norris n'a pas réussi à exploiter, selon moi, le potentiel maximum de sa McLaren. Mais commençons à parler de Ferrari. 8e Hamilton, 9e Leclerc. D'ailleurs, nous avons vu à la fin la scène où Hamilton voulait redonner la position à Leclerc, mais n'a pas réussi. En tout cas, une performance de Ferrari pas à la hauteur de mon point de vue. Un peu recalé la Ferrari ce week-end, car vu les prémices du vendredi, champion du vendredi, on part avec un rythme de course très fort. Et puis on arrive le samedi, où on n'arrive pas à rester devant avec les autres, et on perd beaucoup à cause aussi des températures de la piste, conditions défavorables, certainement un peu de malchance, mais il a manqué à la fois le rythme en qualification et le rythme de course. Et dans la Formule 1 d'aujourd'hui, la qualification est fondamentale. Nous avons vu combien partir devant te permettre de faire une excellente course, d'arriver devant, par exemple aussi avec McLaren. Nous l'avons vu dans la course de Sainz, nous l'avons vu dans la course de Lawson, c'est-à-dire des pilotes qui n'avaient pas le rythme de McLaren. Et pourtant, ils ont réussi à arriver devant après 51 tours de course parce que tu arrives à mieux gérer le rythme de course si tu pars devant. Évidemment, c'est plus difficile de dépasser. Cela dit, je vous rappelle, avant d'analyser tous les épisodes de la course, de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur la chaîne. Allons analyser chaque épisode de chaque session des qualifications des courses et ensuite allons analyser toutes les nouvelles sur le thème de la Formule 1 et ça sur le thème de Ferrari. Je vous remercie de tout cœur pour tous les messages de soutien et aussi pour les commentaires. Allons répondre ensuite à tout le monde. Cela dit, commençons tout de suite en analysant le départ et reprenons d'abord le départ vu d'en haut et donc vu sur tous les pilotes et ensuite allons analyser le départ aussi des deux pilotes Ferrari. Voyons-le ensemble et allons voir exactement qui a fait l'erreur la plus grave, à savoir Oscar Piastri, certainement au départ en faisant ce faux départ. Et évidemment aussi les autres pilotes. On continue ici, départ phénoménal de Max, les gars. Partir avec des pneus durs, partir avec je me mets de l'autre côté, partir avec des pneus durs et réussir à rester en tête est un exploit. Max a gagné la course justement au départ, justement ici, parce que le pneu dur a les pneus avant qu'ils sont froids. Donc, c'est très difficile de le gérer en freinant au virage 1. Rappelons-nous que quand ils se placent tous sur la grille, ils mettent beaucoup de temps avant d'arriver à leur emplacement. Et donc, tu perds aussi la température. C'est-à-dire que le pneu perd de la température. Et donc, tu soucies plus au virage 1 par rapport à ceux qui partent derrière, qui ont chauffé le pneu plus longtemps. Et malgré cela, les gars, Max a fait un excellent départ, gardant dans derrière aussi. Eh bien, Sainz, qui était la deuxième, n'a évidemment pas fait de bêtises. Et Lawson est aussi bien parti, mais ils n'ont pas tenté le coup sur Max, car ils n'en avaient pas besoin. Pour eux, l'important était de ramener cette position à la maison. Et au contraire, les pilotes Mercedes ont donné un peu plus de bagarre là devant, mais la vraie bagarre, nous l'avons vu derrière. En effet, avec Hamilton et Alonso, nous avons vu un peu de bagarre, et nous avons vu ensuite aussi l'accident de Piastri. Et avant cela, il y a eu le faux départ à la fois de Piastri et d'Alonso. Départ qui montre encore une fois un week-end peu lucide de la part de Piastri avec l'erreur en qualification, l'erreur en faux départ, donc au départ et l'erreur ensuite, tout de suite au premier tour. C'est-à-dire une erreur très grave les gars. Tu ne peux pas commettre une telle erreur quand tu es leader du championnat. Allons le voir ensemble. D'ailleurs, je refais ici l'analyse. Troisième erreur, c'est-à-dire 3 erreurs en un week-end, accident en qualification, faux départ et ensuite accident au tour 1. Voyons-le ensemble et allons l'analyser et ensuite allons voir aussi le départ des Ferrari. Voilà. Eh bien, l'accident de Piastri a été un accident selon moi assez banal. Elle avait perdu beaucoup de positions. Donc il était très nerveux à ce moment-là et il a complètement raté le point de freinage. Il est allé aussi à l'extérieur et cela l'a pénalisé encore plus parce que, regardez un instant ensemble,
Si nous allons voir où se place Piastri ici en freinage, nous voyons qu'il va très à l'extérieur et ici, eh bien, selon moi, il a trop forcé le freinage. Il avait peu d'adhérence, même sur les pneus avant, il est allé au blocage. Vous voyez que dès qu'il tourne, il va au blocage des pneus avant et ensuite il n'a plus eu le contrôle de sa voiture comme s'il était sur la glace. Vous voyez combien? Il glisse ensuite sur la piste parce qu'il n'y a plus d'adhérence à l'extérieur, car c'est un virage qui se prend avec une trajectoire très serrée celui-là. Et vous voyez ici Piastri qui perd le contrôle et va dans le mur. Une erreur très grave les gars, c'est-à-dire que je veux faire cette réflexion avec vous. C'est-à-dire qu'entre Norris et Piastri, ce championnat du monde, Max Verstappen le mérite vraiment. Parce que c'est le pilote qui est le plus constant en début de saison. C'est celui qui commet le moins d'erreurs. Celui qui a montré qu'il mérite le plus le championnat, de faire plus de performances même à la hauteur. Rappelons-nous par exemple la victoire au Japon. La victoire à Imola, ce sont des victoires de force les gars, où Max a montré qu'il est le meilleur pilote sur la grille malgré la voiture. Au contraire, les deux autres pilotes McLaren, surtout Norris, mais aussi Piastri parfois, on commet ces erreurs qu'il pète ensuite en course, surtout Norris, j'oserais dire, parce que Norris, les gars, cette saison a commis énormément d'erreurs. Alors, il faut le souligner. Mais maintenant, cette triple erreur en un week-end de Piastri, parce que ce sont 3 erreurs en un week-end, nous montre que les deux pilotes ne sont pas encore prêts à gagner le championnat. L'un des deux le gagnera parce que la McLaren a sûrement la meilleure voiture. Mais c'est un championnat mérité par le pilote ou plus par la voiture. C'est une question que je veux aussi vous poser. Ou bien Max mérite-t-il plus ce championnat? Parce qu'aujourd'hui, il me semble vraiment que Max mérite plus le championnat par rapport à Piastri et Norris. Cela dit, la réponse de Piastri, nous la verrons le week-end prochain à Singapour. S'il parvient à repartir comme lors des courses précédentes en étant devant Norris. Surtout dans les moments qui comptent, donc qualification et course. Cela signifie que Piastri est vraiment ce pilote froid qui parvient à tout réinitialiser, à faire un reset et ensuite à aller de nouveau fort. Si au contraire, nous le retrouvons un peu plus en difficulté par rapport à Norris et qu'il commet à nouveau des erreurs, alors cela signifie que quelque chose est entré dans sa tête. Il a été conditionné aussi au niveau mental ce week-end. Piastri n'était sûrement pas lucide après avoir perdu tant de positions au départ. Il a ensuite commis cette erreur ici, qui les gars, objectivement, n'est pas une erreur de champion du monde. Donc je suis désolé de le dire parce que Piastri est un grand pilote. Il n'a jamais commis d'erreur jusqu'à maintenant parce que si nous voulons, il a fait quelques petites bavures, mais de grosses erreurs. Il n'en a pas commises. En fait, je vous montre ce graphique très intéressant qui nous montre. Maintenant, je vais vous le montrer ici, comment Hamilton de 2018 à 2020 a fait 48 courses d'affilée sans faire d'accident. Donc sans, excusez-moi, en conclure toujours en Formule 1 une course et au contraire, Pierre Piastri de 2023 à 2025, 44 courses d'affilée. Donc c'est vraiment beaucoup. 2 ans sans jamais avoir commis une erreur en course, c'est-à-dire qu'il l'a commise, mais il a toujours fini la course, donc beaucoup de choses pour Piastri, et il se place parmi les grands, entre Hamilton et Verstappen dans ce classement. Donc cela nous montre que Piastri est quand même un grand pilote, mais cette erreur de ce week-end pèse un peu, objectivement. Cela nous montre que lui aussi a ses fragilités. Cela dit, nous verrons aussi s'il purgera effectivement la pénalité de 5 secondes pour le faux départ lors de la prochaine course ou non. Il semblerait que non d'après ce que la FIA a dit. Mais là aussi, alors on fait un faux départ et ensuite on va s'écraser et on ne purge pas de pénalité. Ah bon, même Alonso a dû purger 5 secondes de pénalité pour le faux départ. Donc pour le jeune star, parce que lui aussi l'a fait. Mais allons voir ensemble le départ des Ferrari et commençons à faire un discours aussi sur les Ferrari tous ensemble. Alors, d'abord, allons voir le départ de Hamilton. Et puis qu'il a fait cette belle bagarre avec Alonso. Et ensuite, allons voir aussi le redémarrage après la safety car de Leclerc. Parce que c'est un moment très intéressant. Allons de l'avant. Partons d'ici. Voyons Alonso qui fait le faux départ. Voyons si on voit aussi celui de Piastri. Oui, on le voit, vous voyez ici, faux départ aussi de Piastri. On voit un instant avant, Alonso a été pris par surprise, disons, par Piastri. Puis il part. Très bon départ de Hamilton. Alonso freine plus fort, mais Leclerc couvre l'intérieur. Et allons de l'avant. Voyons qu'ensuite, ici, Hamilton, en profitant de l'intérieur, parvient à prendre la position sur Alonso. Et ensuite, ils vont côte à côte pendant tout le tour en fait. Pour toute cette première partie du premier secteur, ils restent côte à côte, Hamilton et Alonso. Alonso ne lâche pas cette position. Et pourtant, allons de l'avant ici aussi, il reste côte à côte. Alonso est quand même à l'extérieur dans ce cas.
qui devient ensuite intérieur. Et puis Hamilton est habile à prendre la position sur Alonso et donc à aller derrière Leclerc. Et puis la course entre Leclerc et Hamilton, bien qu'ils aient fait deux stratégies différentes, a été très similaire. À la fin, Hamilton avait plus de rythme dans la partie finale de la course, il a même rattrapé Norris, mais nous avons vu une première partie de course où il y avait les Ferrari qui contenaient Norris. Elles ont même un peu joué le jeu de Verstappen si on veut. Mais nous avons vu cette première partie de course avec Leclerc en pneu médium devant, Norris en pneu médium derrière et puis Hamilton en pneu dur derrière Norris. C'était la première partie de la course où nous avons vu Norris qui n'avait pas l'élan pour dépasser Leclerc. C'est-à-dire dans une course où Norris a son coéquipier leader au championnat et rival au championnat qui est hors jeu, elle n'en profite pas et termine la course en seulement 7e position. C'est-à-dire, mais vous vous rendez compte, gagner quoi? Vous avez 6 points. C'est-à-dire, mais ce n'est pas une situation normale, c'est-à-dire Verstappen, dans cette position-là de Norris, qu'aurait-il fait? Il aurait pris des risques, il aurait tout essayé pour dépasser les Ferrari, pour passer devant évidemment Lawson, pour dépasser Tsunoda, pour dépasser aussi Sainz, c'est-à-dire Kimi et Sainz. Donc, c'est-à-dire, les gars, Norris a été trop conservateur dans cette course, selon moi. Ça se comprend. Il n'a pas commis d'erreur, mais objectivement, une 7e position avec la McLaren, c'est vraiment offrir des points à ton adversaire qui est d'ailleurs hors jeu. Je l'ai dit, sur la Ferrari ici, elle n'avait pas de rythme objectivement parce qu'elle était là, bloquée en 7e, 8e, 9e position en somme, et elle ne parvenait pas à aller plus loin parce que le rythme n'était pas là. Déjà, tout le monde l'avait dépassée à un certain moment parce qu'elle n'était pas allée si fort dans les premières parties, dans la première partie de la course. Et puis nous avons vu cette Ferrari avec cet aileron si ajusté, si disons creusé. On peut dire dans la partie supérieure du flap, et cet aileron si déchargé ne te permet pas d'aller vite sur la ligne droite en zone DRS. C'est pour cela que nous avons vu tant dans cette partie de la course que dans la partie finale, dans les 10 derniers tours. Une Ferrari qui ne parvenait pas, malgré le DRS de Hamilton sur Norris, à dépasser Norris. Et Hamilton a un pneu nettement plus neuf. Donc, c'est-à-dire, les gars, elle a ensuite influencé la partie finale de la course avec un Hamilton qui avait 15 tours sur pneu médium, tandis que Norris en avait 14 sur pneu dur. Donc, Lawson en avait 32 sur pneu dur. Donc, vous comprenez bien que malgré le fait que Lawson avait un pneu beaucoup plus usé, Hamilton un pneu plus tendre, un médium avec moins de tours, il ne parvenait pas à passer à cause aussi de cet aileron arrière si déchargé que Ferrari s'obstine à utiliser. Ça se comprend, parce que cela te donne plus de vitesse sur la ligne droite, surtout quand tu n'utilises pas le DRS, mais en zone DRS, tu n'as pas d'avantage et tu décharges aussi plus les pneus arrière qui glissent davantage. Donc c'est un peu une stratégie à revoir, c'est de Ferrari utiliser cet aileron déchargé qui n'a pas fonctionné objectivement. Cela dit, je veux vous montrer d'abord le dépassement de Leclerc sur Norris que nous avons mentionné plus tôt sous la relance après la voiture de sécurité. Allons les voir ensemble parce que c'était une magie de Leclerc. Allons de l'avant. Voyons ici sur la ligne droite. Rappelons-nous qu'à la relance, on peut dépasser une voiture après la ligne d'arrivée. Voyez ici, il est reparti de manière parfaite. Voyons si on voit exactement le moment de la relance avant. Ici, il chauffe encore le pneu. Voyons qu'il reparte là. Et Norris ici dormait. Norris ici dormait. Regardez, où sont les autres? Serrés complètement à l'intérieur. Ici, Leclerc a une assurance que Norris ne l'attaque pas à l'intérieur qui est dévastatrice. C'est-à-dire, c'est incroyable de penser comment un champion du même monde, c'est un futur champion du monde, à savoir Norris, parce qu'il pourrait devenir champion du monde, ne t'attaque pas à l'intérieur quand Leclerc a une voiture nettement inférieure par rapport à la McLaren en ce moment. C'est-à-dire Leclerc a si peu peur de Norris qui n'attaque pas à l'intérieur qu'il ferme ainsi la trajectoire avant. C'est incroyable. Superbe manœuvre de Leclerc, loin de moi l'idée d'en rajouter. C'est-à-dire, donnons les mérites évidemment à Leclerc pour cette manœuvre, mais donnons aussi les démérites à Norris pour ne pas avoir même défendu la position dans ce cas. Donc c'est une situation que je voulais analyser avec vous, qui est assez préoccupante. Cela dit, comme nous l'avons dit plus tôt, discours sur Piastri que nous avons ensuite revu en regardant la course de l'extérieur du circuit avec le téléphone. Ici, Piastri était très haie. Il réfléchissait un peu à l'erreur banale qu'il avait commise lui aussi. Il a commis une erreur indigne d'un champion du monde. Ensuite, nous verrons s'il parviendra à remonter de cette situation et à être meilleur dans les prochaines courses parce que c'est fondamental. Cela dit, je voulais aussi voir avec vous. Nous avons vu l'accident de Piastri. Voyons un instant. Plus loin et bien aussi là. Je voulais vous montrer ce même sur Vasseur.
rencontrer l'homme potentiel, toujours à parler du potentiel de la voiture, mais le potentiel, le dimanche, ne se voit jamais, et cela m'a fait rire ce même ici. La voiture est-elle mauvaise? C'est le maximum du potentiel, toujours le potentiel de cette voiture qui ne sort jamais, et on n'arrive jamais à faire une bonne qualification, jamais une bonne course, et donc la Ferrari reste toujours en dehors même du top 5 qui est l'objectif minimum, selon moi, de la Ferrari, et dans ce cas 8e, et c'est vraiment une déception pour la rouge. D'ailleurs, sur des pistes où il y avait le potentiel de la voiture, c'est-à-dire le potentiel de la voiture en théorie sur ces pistes devait émerger davantage, parce que c'est une voiture où on pensait à Bakou, à Monza, même à Las Vegas, elle devait aller plus fort. Mais Monza et Bakou sont passés et nous n'avons pas vu ce potentiel de la voiture, ou du moins nous l'avons vu le vendredi. Mais attendons d'autres courses. Espérons que sur les pistes non favorables, la Ferrari parvienne à sortir un meilleur réglage. Certainement, ce réglage déchargé ne convient pas à la Ferrari, c'est-à-dire qu'il ne lui permet pas de dépasser. Il ne va pas fort même en qualification, il n'arrive pas à se placer devant parce qu'il souffre dans des conditions de température plus basses, ce qui au contraire la Mercedes va plus fort, nous l'avons dit. Attention à la Mercedes quand les températures baissent, et elle l'a démontré encore une fois hier et aujourd'hui. Et maintenant, je veux parler aussi un peu de la course de Max Verstappen et de Carlos Sainz. Très grande course de Max, les gars. Il faut féliciter Max parce qu'il n'avait pas la meilleure voiture aujourd'hui. La Red Bull progresse et on a aussi vu une excellente course de Tsunoda qui a terminé 5e. Enfin, pardon, 6e, donc vraiment impressionnant. Mais les gars, Max aujourd'hui a vraiment démontré être le Goat de la Formule 1. On peut dire, comme le dit aussi le commente, le Goat de la Formule 1. Il a démontré faire une très grande course et être un quadruple champion du monde en partant avec des pneus durs. Comme dit depuis le début de la course, ce n'était pas facile. Et puis il a fait 40 tours avec les durs, en montant, ensuite les médiums et en tournant, en faisant tour après tour rapide à la fin. Il a aussi fait le tour rapide dans les derniers tours. C'est-à-dire beaucoup de choses, les gars. Vraiment une course phénoménale de Max qui, sur une piste qui d'ailleurs n'est pas parmi ses préférées, si on veut, est toujours allé fort. Même Perret par rapport à lui les années passées en Red Bull, et pourtant il a fait une très grande course. Il a fait la différence dans ce cas. Chapeau à Max qui a fait une grande course. Je veux aussi vous montrer l'image de Carlos Sainz. Grand podium, premier podium en Williams de Sainz, point très important pour la Williams qui pèse aussi dans le championnat des constructeurs, certainement. Donc grand Carlos, nous verrons un peu s'il parviendra à se reprendre un peu parce qu'il était dans une période pas très bonne en Williams. Voyons si ce podium lui permettra aussi de peut-être faire plus de placements et de points. Mettre plus en difficulté aussi Albon qui aujourd'hui a fait beaucoup d'erreurs. Pensons aussi à sur Colapinto qui l'a nettement percuté. Donc nous verrons un peu si cela pourrait être un nouveau départ aussi pour Carlos, pour le voir encore plus compétitif dans les prochaines courses. Mais certainement grande course, parce que amener une Williams sur le podium n'était pas du tout évident. Félicitons aussi Russell, parce que Russell, les gars, deuxième, est toujours un peu sous-estimé, parce qu'il n'arrive peut-être pas premier ainsi, mais il fait toujours des courses extraordinaires, spécialement ce week-end, où il n'était pas à 100% de ses conditions physiques. Il a réussi à faire une grande course et se placer deuxième. Beaucoup de choses. Il avait plus de rythme aussi que Kimi. Kimi, 4e. Grande course aussi lui, selon moi, parce qu'il sort d'une période difficile. Il a réussi à démontrer depuis les qualifications d'hier qu'il s'en presque exclu en Q1. Il a réussi à arriver devant près de Russell. Et puis aujourd'hui, il est même passé devant pour un certain temps. Puis Russell l'a repassé. Mais ce sont des points importants pour Mercedes au détriment de Ferrari. En fait, voyons un instant le classement. 2e et 4e Russell et les confres, excusez, 2e Russell, 4e Kimi et 8e et 9e, 8e Hamilton, 9e Leclerc. Voyons, une Mercedes avec 290 points, Ferrari 286. Donc passe 2e chez les constructeurs. Mercedes, Ferrari est 3e et ils se disputeront cette position jusqu'à la fin. Donc il sera important pour Ferrari de chercher à améliorer les prochaines courses parce que la lutte chez les constructeurs est serrée et cette 2e place, ça vaut quand même quelques millions et donc mieux vaut ne pas la négliger et il faut la considérer et c'est important jusqu'à la fin. Attention aussi à Leclerc qui a monté un nouveau fond avant la course. Et cela signifie qu'ils ont dépensé un peu d'argent aussi pour le budget cup, nouveau fond, qui est évidemment à la suite aussi de l'accident que nous avons vu hier de Charles. Et nous verrons un peu maintenant si dans les prochaines courses aussi Ferrari parviendra à extraire le maximum potentiel. Voici la note technique sur Leclerc, nouveau fond donc pour la Ferrari montée sur Charles. Cela dit, prochaine course Singapour. Espérons que Ferrari parviendra à sortir le maximum potentiel à Singapour. Encore plus, il comptera de faire une bonne qualification. Donc je m'attends à une Ferrari qui mise tout sur les qualifications. Dans cette Formule 1, la qualification est désormais plus importante que la course. Nous l'avons dit plusieurs fois. L'air sale a un impact énorme sur les pneus.
Donc tu ne peux pas penser à concevoir une voiture qui gère bien les pneus, dans le sens où tu peux le faire, mais ce n'est pas priorité. Nous l'avons vu avec Williams. Williams n'est pas une voiture qui gère bien les pneus, et pourtant elle parvient à aller très vite, surtout évidemment sur ces circuits où la dégradation des pneus est plus faible. Pensons par exemple à Bakou et aussi à Monza avec le resurfaçage. La dégradation des pneus compte moins par rapport à d'autres circuits. C'est à souligner certainement. Cependant, inévitablement, la qualification dans cette Formule 1 compte plus que la course, donc nous verrons si Ferrari parviendra à améliorer son rythme de qualification et à se positionner plus en avant et à subir moins les variations de température d'un jour à l'autre. Car certainement le vendredi avec la piste plus chaude, Ferrari était plus forte. Le samedi avec la piste plus froide ici à Bakou, elle avait plus de mal et c'est un fait. Et nous verrons un peu si elle parviendra à faire mieux. C'est l'objectif. Je montre quelques images ici sur le podium. Sainz qui célèbre ici. Nous avons James Vowles et aussi Albon là derrière. Heureux du podium de Sainz. C'est beau de voir aussi Williams qui est quand même une équipe qui a souffert au fil des ans cette saison. Elle fait vraiment très très bien. Et donc c'est impressionnant. Voyons un peu si dans les prochaines courses, elle parviendra à faire encore mieux peut-être et à faire enfin mieux, oh mon Dieu, mais à faire une bonne performance avec les deux pilotes. Ici, je veux aussi vous faire écouter cet audio ensemble. Allons l'écouter ensemble de Lewis Hamilton. Allons l'écouter. Behind the middle of Charles 2 seconds. Charles 1.5 behind. Let it by. Fast. Ok, c'est le moment où Hamilton a laissé passer Leclerc à la fin, mais il n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il est quand même passé devant à l'arrivée Hamilton par rapport à Leclerc. Donc c'était le moment. J'ai voulu vous faire écouter le team radio de Riccardo Adami avec Hamilton. Donc, d'ailleurs, c'était en fin de compte. Nous avons vu donc ce moment ici. Bon, à la fin, ça ne changeait pas grand-chose parce qu'ils sont arrivés 8e et 9e. Mais je voulais vous montrer cette situation ici. Bon, les gars, cela dit, nous avons commenté un peu toute cette course. C'est une course assez monotone dans les tours centraux selon moi, parce qu'à la fin, personne n'a pris un risque, une attaque à la limite, mais c'était une course qui s'est résolue dans les premiers tours et les derniers si on veut. Les positions les plus importantes se sont jouées dans ces tours et donc nous verrons un peu comment elles se joueront aussi dans les prochaines courses, surtout si Ferrari sortira de ce moment un peu de crise. Toujours force Ferrari, toujours du côté de la rouge, parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'engagement. Même Hamilton, je vois qu'il a la motivation en plus, même dans le team radio, il donne tout. Après la pause estivale, la motivation est revenue chez Hamilton, mais il manque vraiment le potentiel du dimanche, et ce potentiel ne sort jamais. Donc, nous verrons un peu si on parviendra à le faire sortir dans les prochaines courses. Faites-moi savoir comment vous avez vu cette course, et des commentaires sur la course de Ferrari, sur la course de Max, sur la course de Carlos Sainz, et aussi de Kimi Antonelli. Dites-moi un peu votre avis sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui en course. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo à Timo Formula 1 et à Timo Ferrari. Ici de Rasto, c'est tout. On se voit dans une prochaine vidéo.